Bonjour se poursuit à l'instant. Vous savez, qui a été critiqué pour son jugement dans une cause de viol. Alors, il échappe aux sanctions du Conseil de la magistrature qui trouve qu'il a bien fait son travail, Marie Lortie. Le Conseil de la magistrature considère que le juge Carrier n'a pas enfreint le code de déontologie judiciaire et que ses propos, quand on les prend dans leur ensemble, rendent justice. Tout le monde avait réagi à une phrase qu'avait dite le juge en rendant le jugement, justement. Il avait dit qu'il n'y avait pas eu de violence physique pendant le viol parce qu'il n'y avait pas de bleu sur la victime. Le Conseil de la magistrature qui dit que oui, prise à part, ces propos peuvent être un peu choquants, mais quand on lit tout le jugement, c'est là que ça prend son sens. C'est une décision qui a choqué bien des gens hier, en particulier les groupes de femmes. Il y aura également une réaction de la part de l'Association des avocats de la défense. C'est très rare qu'ils le font, mais lundi, lorsque le juge Carrier va arriver au palais de justice, ils vont renouveler la confiance qu'ils ont en ce juge parce qu'il a été sévèrement critiqué auprès de la population. Et parlant de réaction, il y a celle du juge Carrier qui menace de poursuivre le ministre de la Justice? Oui, il y aura plutôt une mise en demeure contre le ministre de la Justice, Serge Ménard, lui demandant de se rétracter. Sinon, il va avoir poursuite pour diffamation. Le ministre Ménard entend appeler de la sentence qui a été donnée de 2 ans moins un jour. Merci. Au revoir. Et la fameuse phrase, il n'y a pas eu de violence parce qu'il n'y a pas de bleu, on l'a entendu en extrait. Ah oui, c'est vrai, mais apparemment que, comme l'a dit un représentant du Conseil de la magistrature, pris hors contexte, ça n'a pas le même sens que quand on lit le jugement intégralement. Une autre belle histoire, des enfants abandonnés pour aller au casino. Oui, bon, on en a déjà parlé d'un cas, entre autres, d'un homme qui avait abandonné son enfant dans son auto, dans le stationnement du casino de Hall, pour aller jouer, justement. Ben, il semble, Hugues Riopel, que c'est pas un cas isolé, il y en aurait plusieurs cas comme ça. Il y a 2 autres cas qui sont recensés, Jacques. Là, c'est pas dans l'auto, dans le stationnement du casino, mais bien dans un restaurant. Restaurant McDonald's, situé tout près, on le voit actuellement, dans l'aire de jeu, finalement, du restaurant. C'est arrivé à 2 reprises, paraît-il, selon les employés du restaurant, le printemps dernier et l'automne dernier, donc l'année dernière. Les enfants de 7, 9 et 10 ans ont été laissés donc sans surveillance dans l'aire de jeu pendant à peu près 2 heures. Donc, les employés ont appelé la police a appelé la DPJ, et la DPJ a fait enquête et on a dit que c'était des cas quelque part isolés, donc il n'y aura pas d'accusation de porter contre les parents. Eh bien, belle mentalité. Merci. Absolument. Au revoir. Au revoir. On revient sur cet incendie, toujours en cours à Montréal? Oui, incendie majeur sur la rue Sainte-Catherine, pas tellement loin d'ici, coin Iberville. C'est un incendie dans un bar appartenant au Rock Machine de Dominique Carpin. Effectivement, le bar de Secret, c'est au 2455 de la rue Sainte-Catherine-Est. C'est au coin de la rue Poupard. L'incendie d'origine criminelle qui a débuté à 5h30. Les pompiers combattent toujours les flammes. On parle vraiment ici d'un incendie majeur et on a découvert qu'un cocktail Molotov avait été lancé contre la porte de ce commerce. Alors, il s'agit encore une fois d'un incendie criminel visant un commerce appartenant à un groupe de motards, dans ce cas-ci les Rock Machine. Il y a un petit dépanneur qui est situé dans le même immeuble qui a également été touché par les flammes. On est en direction, Jacques. On sera en direct au cours du prochain bulletin de nouvelles. Parfait, à tantôt. Au revoir. Est-ce que M. Bouchard a l'intention de répondre à l'invitation de M. Chrétien? Oui, M. Chrétien qui a convoqué les premiers ministres des provinces pour une conférence le 11 et le 12 décembre prochain. Et effectivement, M. Lucien Bouchard a accepté d'y être. Alors, M. Chrétien veut parler au premier ministre de la santé, politique sociale, chômage chez les jeunes. Il veut avoir leur avis là-dessus pour en arriver à mettre au point, mettre en place des programmes pour une offensive nationale contre ces difficultés dans ces secteurs mentionnés. Maintenant, Lucien Bouchard, lui, veut y aller et il veut surtout discuter des surplus à la Caisse d'emploi. Alors, il veut qu'on utilise ces surplus pour d'autres fins que l'éducation, probablement. On sait que M. Paul Martin avait mentionné que les surplus budgétaires dégagés au cours des derniers mois pourraient servir à l'éducation, par exemple, mais c'est un champ de juridiction provincial. M. Bouchard, lui, voudrait qu'on utilise davantage le surplus dans les caisses pour réduire les cotisations et augmenter les prestations. Les faux chèques au Canada, c'est une grosse histoire de fraude? Oui, exactement. Écoutez, on parle d'1 milliard de dollars en faux chèques, faux documents. Alors, un fort pourcentage des grandes entreprises canadiennes écopent dans tout ça. On parle de 60 de ces entreprises qui en sont victimes. C'est 10 de plus que l'an dernier. Et comparé aux États-Unis, ben, c'est peu de choses, mais il faut dire que la population n'est pas la même non plus. Mais c'est 12 à 14 milliards de dollars qui sont perdus en fraude de la sorte. Et la cote du Canada remonte la côte? Oui, ça fait du bien d'entendre ça. Alors, vu la bonne performance du Canada dans sa lutte à son déficit, la compagnie, la maison Dominion Bond Rating Service a décidé d'augmenter la cote de crédit qui passe de 3A négatif à AAA
stable. Donc, c'est la plus haute cote qu'on peut accorder à un gouvernement ou à une entreprise également. Alors, c'est bon signe. Ça veut dire que le gouvernement canadien pourra emprunter à de meilleurs taux et que les frais de la dette, évidemment, coûteront moins cher. C'est ce qu'on appelle bonne nouvelle, parce que vous faites Ah ouais, ben c'est Noël qui s'en vient, hein? Non, c'est pas c'est Oh, pardon. Excusez, ça, c'est pareil. Ah oui? Bon. Vous êtes un Père Noël moderne. Oh, oui, il y a des modulations dans ces chansons. Jacques, vous savez que lorsque bien souvent on active le bouton de la radio, lorsqu'on active par exemple quelques manettes dans la voiture, ça peut comporter un certain danger. Mais il y a maintenant un appareil stimulé par la voix qui pourrait répondre à toutes vos demandes. Change la cassette, change le poste de la radio ou encore active le téléphone cellulaire pour placer un appel à la maison. Parce que c'est très bientôt par l'entreprise d'une compagnie qui est affiliée à Ford, il y a cet appareil activé par la voix qui pourra effectuer des commandes en reconnaissant votre voix, peu importe l'accent que vous avez, et ce n'est même pas besoin d'être préprogrammé. Ah, oui. Mini disc play. Est-ce qu'ils l'ont fait? Pas encore. Mais j'ai hâte de voir si l'appareil va répondre quand vous allez dire « Marche à la maison ». 16800, Executive Plaza Drive. Dis pas à Bobonne que je suis rentré tard. 6h44 minutes. Ah, la technologie moderne. Peu importe la technologie que l'on utilise aujourd'hui, bon, le bon vieux vêtement chaud va faire l'affaire, n'est-ce pas, José? Oui, ça serait fun si on pouvait dire non, pas de neige aujourd'hui, pas de froid, seulement de la chaleur. Mais ce n'est pas le cas parce qu'aujourd'hui, oui, on aura des températures sous les normales de saison entre -1 et 5 degrés partout au Québec. Et ce matin, ça vaut la peine de s'habiller parce que les températures varient entre -5 et 1 degré partout au Québec. Ce qu'on nous prévoit pour aujourd'hui, donc pour les régions de Montréal et Laurentides et l'Outaouais, ce sont quelques flocons de neige ce matin. Ça devrait cesser. On ne prévoit pas d'accumulation comme on en a eu cette semaine. Et en après-midi, on nous prévoit quand même de belles percées de soleil. Les températures maximales pour le sud-ouest de 4 et 5 degrés. En ce qui concerne les secteurs plus au centre, pour les cantons de l'Est, eh bien, ce sera des averses de neige ce matin. Pour les autres secteurs comme Québec, la Beauce et la Mauricie, ce sera nuageux avec des éclaircies. On prévoit de faibles possibilités d'averses de neige fondante au courant de la journée. Et les maximums prévus vont varier entre 3 et 6 degrés. Pour les secteurs à l'est du Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ce sera nuageux avec des éclaircies. On prévoit une faible possibilité d'averses de 30 %. Pour la Côte-Nord, ciel variable avec 40 % de risque de neige fondante. Pour la basse Côte-Nord, nuageux avec des éclaircies, 60 % de risque de pluie ou d'averses de neige fondante. Pour la péninsule gaspésienne et le Bas-Saint-Laurent, c'est un peu le même scénario. Des nuages avec des percées de soleil, également des averses de neige. Les températures maximales aujourd'hui entre 2 et 4 degrés. Du service d'incendie de Cap-Chat. Est-ce qu'on connaît l'origine de cet incendie? Ben justement, ce qu'on a pu apprendre en parlant avec quelques témoins rencontrés, c'est que selon ces personnes, le feu aurait pris naissance dans le sous-sol de la résidence. Une fournaise défectueuse pourrait être à l'origine du drame. Ce qu'on sait, c'est que la mère a bien tenté de sauver ses enfants, mais incapable, elle a dû sauter du 2e étage. Alors, elle a été blessée aux jambes. Elle a été transportée à l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts pour soigner ses blessures, mais on ne craint pas pour sa vie au moment où on se parle. Ben, merci beaucoup, Jean Lepage. On aura plus de détails complet. Merci, au revoir. Au revoir. Ici à Québec, c'est un dossier qui secoue beaucoup ce matin. Un enseignant d'une école secondaire qui est accusé d'avoir tenu une maison de débauche. Et au cours des prochaines heures, vraisemblablement, Karine Champagne, il sera accusé de proxénétisme et d'avoir tenu une maison de débauche. C'est un professeur de l'école secondaire Vanier où vous vous trouvez présentement. Exactement. C'est la commission scolaire qui a décidé de faire une enquête sur ce professeur-là à la suite d'un appel d'un parent qui disait possiblement qu'il y aurait des activités licites entourant ce professeur de sciences physiques. Donc, après un mois d'enquête, les policiers ont procédé à son arrestation hier vers 19h au motel Jessie. Il a été arrêté en présence de 4 jeunes femmes, dont une mineure de 17 ans qui est possiblement son élève. Les 3 autres sont âgées de 18 et de 19 ans. Ces jeunes femmes pourraient également se retrouver devant les tribunaux pour être accusées de s'être trouvées dans une maison de débauche. Maintenant, je vous laisse Dari Bertrand de la police de Québec vous expliquer de quoi il sera accusé, lui, exactement cet après-midi. Mais l'individu de 38 ans qui a été arrêté à cet endroit-là en compagnie de 4 dames faisait définitivement du proxénétisme et exploitait une maison de débauche. Cet homme-là est un homme de 38 ans de Québec qui sera accusé aujourd'hui de proxénétisme et tenir maison de débauche. On n'en doute pas, il avait établi une relation de confiance avec ces jeunes femmes-là aussi. Ah oui, la commission scolaire va réagir tout de suite. Dès qu'il sera formellement accusé cet après-midi, l'enseignant sera suspendu sans solde. Est-ce que ça fait longtemps que ça durait? Ça pouvait durer au moins sûr depuis un mois. Maintenant, l'enquête va se poursuivre. Il y a 4 jeunes filles qui ont été retrouvées en sa présence. Il y en a peut-être d'autres, mais l'enquête va se poursuivre. Et ça se passait dans un motel? Oui, il semble que l'homme amenait ces jeunes femmes dans différents motels. Il restait à peu près un mois dans chaque.
il habitait environ tout le long du boulevard Hamel. Maintenant, il a été arrêté au motel Jessie. Les propriétaires ont été quand même surtout surpris d'apprendre qu'il faisait affaire avec des mineurs. Il avait quand même... il s'était rendu compte qu'il se passait possiblement quelque chose, mais il faut quand même tout de suite que je souligne que ces gens propriétaires du motel Jessie ne seront nullement accusés et n'ont aucun lien. On peut quand même écouter tout de suite le propriétaire du motel. Ben, il se déplaçait avec les filles. Ça fait que c'est sûr qu'il allait dans les motels. Il ne faut pas trop faire ça dans un parking. Là. Bon, ben voilà, on aura aussi la version cet après-midi aussi de la commission scolaire. Merci. Oui, d'accord. Au revoir. Au revoir. 3 Québécois ont connu une fin atroce au Mississippi. Ils sont tombés en bas d'une tour qu'ils étaient en train d'assembler. Il faut dire que la tour s'est effondrée. Les 3 victimes sont Christian Ferland, 26 ans, de Saint-Tite-des-Caps, Alde Gauthier, 38 ans, de Varennes, et Gaston Tremblay, 44 ans, de Saint-Hubert. Ils travaillaient depuis au moins 1 an dans un cas, 7 ans dans le cas de la personne la plus âgée, M. Tremblay, pour la compagnie Leblanc Royal Telcom. C'est une compagnie établie depuis 30 ans à Saint-Hubert sur la rive sud de Montréal, dont le siège social est à Oakville, en Ontario, et qui a construit au fil des années des milliers de tours, de pylônes de communication. Et ils étaient rendus à 1500 pieds d'altitude au moment où la tour s'est effondrée. Et elle devait avoir au total 1900 pieds. Il n'y a qu'une seule tour du genre ici qui existe au Canada. Alors, vous voyez, c'est une tour très haute et les risques étaient encore, évidemment, plus élevés encore. Mais cette tour qui a tombé, dites-vous, c'est pour vous donner un exemple, c'est 3 fois la hauteur de la tour de Télé 4 pour les gens de Québec. Effectivement, qui est une tour qui est très imposante et qui domine Sainte-Foy. Quand on arrive par le boulevard Laurier, on ne peut la manquer. Mais imaginez-vous, c'est 3 fois cette hauteur-là. Jacques Villeneuve est 3e aux essais libres ce matin en Espagne. Évidemment, il y a une tension qui est très forte. Ça va être le grand sujet de conversation au cours du week-end. Jacques Villeneuve peut-il remporter le Grand Prix devant Michael Schumacher? Ce matin, c'était les essais libres. Villeneuve 3e. Schumacher est arrivé 9e, lui, dans ces essais libres-là. On sait très bien que ça veut absolument rien dire. Mais ce qui est important de souligner, c'était une question de pneus ce matin. J'ai parlé il y a quelques minutes à Régent Tremblay de la presse. Aujourd'hui, là, les numéro 1, c'est Olivier Panis de Prost sur Bridgestone et Damon Hill sur Arrows, ce ne sont pas des voitures qui font partie, disons, des 4 ou 5 meilleurs présentement. Et pourtant, les deux ont eu les meilleurs temps aux essais libres. Mais le circuit ressemble beaucoup à celui de la Hongrie. Puis, si vous vous souvenez, Pierre, en Hongrie, Damon Hill menait avec un demi-tour à faire sur les pneus Bridgestone. Maintenant, dans le fond, ce qui va arriver à Hill ou bien à Olivier Panis, c'est pas ça qui est le plus important présentement. C'est ce qui va se passer entre Schumacher et Villeneuve. Les deux sont chaussés de pneus Goodyear et on le sait, c'est arrivé à plusieurs reprises au cours de l'année. Plus il fait chaud, plus la Williams est avantagée. Alors Villeneuve semble confiant, lui, à tout le moins, là? Il est confiant et énormément déterminé. Je veux dire, malgré la grippe, malgré le stress, malgré la folie là, dans laquelle on baigne ici, je veux dire, on sent une détermination là, farouche. Je l'ai vu, moi, discuter longuement avec Frank Williams et Patrick Head, le directeur technique, et je peux dire qu'il ne se contentait pas d'écouter. Régent, vous aviez quelques réserves sur ses chances de le voir remporter le Grand Prix en fin de semaine. Est-ce que ça change plus la semaine avance? Ben, vous savez, Pierre, là, quand on arrive au dernier Grand Prix avec 1 point de différence entre Ferrari et Williams et entre Schumacher et Villeneuve, ça veut dire que les deux pilotes ont 50% des chances. Alors, ça va être à suivre au cours des prochains jours. Bien sûr que ça va être à suivre. Effectivement, essayez donc de les suivre. Opération secours qui se poursuit au large de Terre-Neuve. Oui, on sait que le navire Vanessa, hier, c'est un naufrage pour ce navire-là. On a réussi à rescaper hier 9 personnes. Ce matin, il y en a 4 autres qu'on a retrouvées. Bon, elles sont mortes. Il y a une personne qui est encore manquante. On va rejoindre tout de suite le commandant Glenn Chamberlain de la Garde côtière canadienne. Monsieur Chamberlain, bonjour. Bonjour, monsieur. D'abord, on n'a pas retrouvé le dernier membre du personnel là-bas. Non, malheureusement, on cherche toujours pour le monsieur.
Dites-nous comment ça... Ça fait maintenant longtemps, évidemment, plus que 24 heures qu'il est dans l'eau, mais il y a quand même, on a continué avec la recherche. Ce matin, vous avez réussi à en rescaper un vivant aussi. Oui, c'est ça. Ce matin, à peu près 6h30 ou 7h, heure Halifax, on a trouvé quelqu'un, un survivant. Certainement, il avait l'hypothermie sévère, mais je suis heureux de vous rapporter que tout va bien pour lui. Il améliore, son condition améliore beaucoup. Ben, dites-moi, comment c'est arrivé ce naufrage hier? Bien, malheureusement, ça a l'air que le vaisseau a commencé d'avoir des problèmes avec son cargo et le cargo a bougé et avec les vents et avec les grandes vagues de plus que de 25 pieds, ça a l'air qu'il a commencé de prendre de l'eau et après une très courte période de temps, le vaisseau a commencé à couler. Dites-moi, l'eau est froide à ce temps-ci de l'année dans ce secteur? Non, peut-être un peu étonnant, c'est que c'est dans le Gulf Stream. Donc, quand l'événement a commencé, la température de l'eau était à peu près 20 degrés Celsius. Maintenant, c'est à peu près 17 degrés. Mais quand même, pour l'Atlantique, c'est très chaud. Oui. Ben, merci beaucoup, M. Chamberlain. Un plaisir. Alors, vous voyez, c'est probablement ce qui a permis de ce membre de l'équipage de s'en tirer ce matin. Les adeptes du casino de Hull n'hésitent pas à laisser leurs enfants seuls. On sait qu'il y en a qui perdent leur chemise au jeu, d'autres seraient prêts à perdre leurs enfants. Vraisemblablement, la DPJ dans la région de Hull est intervenue 3 fois depuis 1 an pour des enfants abandonnés dans les parages du casino. Et dans le dernier cas, imaginez-vous, la DPJ nous apprend que des parents ont laissé 3 enfants dans l'aire de jeu du McDonald's voisin pendant qu'eux allaient jouer aux machines à sous. Ce sont les employés du McDo qui ont alerté aussitôt les policiers. La cote de crédit du Canada gagne des points. La confiance des consommateurs suit la même tangente. Absolument, absolument. Dominion Bond Rating Service qui revise à la hausse la cote du Canada, la dette à long terme qui vient donc 3A, stable. Et c'est donc très bon parce que c'est la plus haute cote qu'on peut donner pour un pays. Alors imaginez-vous, on estime que la situation s'est améliorée nettement. On a réussi à épurer les finances canadiennes. C'est un bon signe. Et c'est bon quand on emprunte pour le Canada, par exemple, parce que les taux d'intérêt sont à des taux meilleurs. Quant à la confiance des consommateurs, vous l'avez dit, selon le dernier sondage mené auprès des gens d'affaires, la confiance augmente. Et savez-vous où elle augmente le plus chez les consommateurs? Non. Au Québec et dans les provinces de l'Atlantique. Tant mieux. Bon, eh bien, on vous donne la cote 3A pour les bulletins cette semaine, Pierre. On vous retrouve lundi. Au revoir. Au revoir. Manifestation qui va regrouper également des gens des organismes communautaires et d'autres travailleurs également du secteur hospitalier. Et ils ont un message bien précis à venir dire au ministre cet après-midi. J'ai avec moi Mme Michèle Boisclair, qui est la vice-présidente de la Fédération des infirmières et infirmiers du Québec et responsable du dossier politique pour la Mauricie-Boisfranc. Madame Boisclair, il y a 125 personnes qui vont être entendues par le ministre cet après-midi. Qu'est-ce que vous venez dire précisément là, pour qu'il y ait des préoccupations des gens en Mauricie? Nous disons, ministre, assez, c'est assez. Arrêtez les coupures. On ne peut plus continuer comme ça. Il y a un bilan important à faire et un vrai bilan. Pas seulement des consultations où on ne peut pas dire tout ce qu'on a à dire car on n'a pas de statistiques, on n'a rien pour faire nos études. Monsieur Rochon, arrêtez, c'est important. Le déficit zéro en l'an 2000 en argent, mais quel sera le prix du déficit humain et en santé en l'an 2000? Sûrement plus que zéro. Madame Boisclair, je vous remercie beaucoup. Alors, la rencontre commence officiellement à 13h30. Il y aura un point de presse plus tard en après-midi. Nous vous donnerons tous les détails à 18h. Merci, Rachel. Merci. Un accident a fait une victime hier après-midi à Saint-Tite. Un poids lourd a renversé un véhicule à l'intersection de la route 153 et durant des pointes. La passagère Édith Allard-Tessier est morte sous la force de l'impact. La conductrice a été grièvement blessée. On ne connaît pas la cause exacte de l'accident. Eh bien, il n'y aura pas de poursuite criminelle contre le motoneigiste de 23 ans qui a provoqué un accident mortel sur un sentier de Saint-Prosper le 19 janvier dernier. Celui-ci s'en tirera avec un billet d'infraction de 100 $. À l'issue de l'enquête de la Sûreté du Québec, la Couronne a jugé inutile de porter une accusation de conduite dangereuse. La motoneige du jeune homme qui filait à vive allure s'était envolée pour aller heurter un autre motoneigiste. Jean-Claude Carbonneau, 42 ans, de Charlesbourg. La famille de M. Carbonneau a tout de fin tenté une poursuite civile contre le fautif.
Vous avez une nouvelle importante à nous communiquer. Pour nous rejoindre, faites le 376-8884. Vous êtes de l'extérieur? Alors composez sans frais le 1-888-380-8080. Vous pouvez également utiliser le télécopieur 376-5697. L'église de Saint-Léon-le-Grand pourrait bien tomber sous le pic des démolisseurs. La facture des rénovations est passée de 640 000 $ à 4 millions à la suite d'un avis émis par un spécialiste des édifices anciens. Le chanoine Paul Guay est avec nous pour en parler ce midi. Monsieur Guay, bonjour. Bonjour. Alors, 4 millions de $ pour rénover cette église-là. Qu'est-ce que vous allez faire? Évidemment, nous considérons que c'est une œuvre d'art. Nous avons fait une demande spéciale à la ministre dans un portefeuille particulier. La Fondation provinciale va nous aider aussi, et la table de consultation diocésaine. Il est évident que 4 millions, va falloir en chercher beaucoup. Ce que nous demandons, c'est le milieu va s'impliquer dans la chose. Il y a peut-être des gens dans l'extérieur qui vont s'impliquer aussi. Mais est-ce qu'on risque de la fermer parce qu'on voit que c'est très endommagé? Est-ce qu'on pourrait la fermer? On peut la fermer. C'est évidemment, si on n'a pas les moyens de la réparer, il va falloir la fermer. Est-ce qu'on pourrait même aller chercher des commanditaires? On voit des compagnies qui commandent toutes sortes de choses. Est-ce qu'ils pourraient commanditer une église? Au dommage. Il faudrait toujours commanditer les travaux de l'Église pour avoir une compagnie qui... Pour la question de l'art, surtout, je pense qu'il faut appuyer sur ce point-là, c'est que l'art, ça appartient à tout le monde, ça. C'est pas nécessairement appartenir aux gens de Saint-Léon, c'est eux qui l'ont construit. C'est le patrimoine architectural. C'est ça. Et c'est ça qu'on veut sauver au Québec. Mais là, ça presse. Quand est-ce qu'on va pouvoir faire ça? Bien, je sais qu'il y a eu une réunion à Québec le 7 octobre dernier avec la Mme Louise Baudouin, la ministre de la Culture. Il doit y avoir une réunion sur le plan provincial prochainement. On devrait avoir une réponse ces jours-ci. Et c'est souhaitable que des gens s'impliquent pour faire gonfler le montant, parce que 4 millions, on ne trouve pas ça au coin de la rue. Non. Du moins, s'il y en a un coin de rue, vous me direz lequel. Alors, on espère que ça va fonctionner. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions ce midi. Vous êtes bien aimable. Merci beaucoup. Ceux qui estiment que la fusion municipale représente une solution au mot économique de Trois-Rivières doivent savoir que le débat sur cette question ne date pas d'hier. En 1970, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest étaient venus près de s'entendre. Les deux conseils de l'époque avaient accepté la réalisation d'une étude par les affaires municipales, une étude qui avait finalement recommandé la fusion. Selon le souvenir d'un ancien fonctionnaire municipal, le dossier de l'annexion des forges par Trois-Rivières avait finalement refroidi Trois-Rivières-Ouest. Nos rencontres le dimanche matin. M. Mongrain venait souvent, le maire de Trois-Rivières dans le temps. C'est là que M. Montour s'est adressé à M. Mongrain pour lui demander comment allait le comité d'annexion aux forges. Oui, les forges. Alors, M. Montour a répondu à Mongrain, allez-y avec les forges, on va voir aller. Au bout de 2 ans, il viendra nous trouver, on verra si vous êtes de parole. Le groupe de pompiers volontaires licenciés par Saint-Georges-de-Champlain contre-attaque. Ses 18 membres ont déposé aujourd'hui à l'Hôtel de Ville un grief collectif revendiquant leur réinstallation. Ils estiment que légalement, c'est à eux que Saint-Georges doit recourir en cas d'incendie avant d'appeler des renforts extérieurs. Si trouver un emploi vous semble difficile, dites-vous qu'un peu d'habileté manuelle peut vous aider. C'est que dans la confection pour vêtements, on vous courtise et on vous forme pour du travail de couture. En Mauricie, c'est l'un des rares secteurs où il y a une pénurie chronique de main-d'œuvre. Sylvie Michaud travaille chez Confection Saint-Élie depuis 2 mois. Elle aime son travail et se demande bien pourquoi elle fait partie d'une main-d'œuvre tant recherchée. Ben moi, je me dis, quand tu veux travailler, il y en a de l'ouvrage. Confection Saint-Élie compte 170 employés. Son propriétaire, Maurice Perrault, met une grosse partie de ses énergies à recruter des couturières. Et même si cela va mieux, il lui en manque encore une vingtaine. Le plus dur à trouver, c'est les employés. Les contrats, c'est très facile à obtenir. Chez Mode Optimo de Louisville, on a vécu le même problème de recrutement au moment de la relance de l'entreprise en février dernier. Les jeunes, on voulait en avoir. On a même demandé sans expérience parce qu'on voulait lui montrer. Tout s'apprend. Il s'agit de vouloir. C'est du monde qui m'ont appris à le faire. C'est-à-dire ici, vous avez été formé ici? Non. On m'a donné une shop de couture, c'est eux autres qui m'ont montré. Pour une couturière débutante, le salaire varie entre 7 et 9 $ de l'heure selon l'expérience. Le principal concurrent pour les patrons, ce sont les programmes sociaux. Présentement, le concurrent le plus important, donne le plus de fil à retordre, c'est l'aide sociale. En attendant, certaines couturières font près de 2 heures de route par jour pour se rendre à leur travail.
Dans le milieu, les patrons s'entendent pour dire que le travail à domicile est un obstacle au recrutement parce que c'est souvent du travail au noir. Mais c'est tellement exigeant et mal payé qu'après l'expérience, les couturières finissent quand même par venir frapper aux portes des usines. Eddie Verbeek, TVA, Saint-Élie-de-Caxton. Le Forum économique du maire Leblanc débute aujourd'hui et Trois-Rivières devra retrousser ses manches et éviter de compter sur son passé prospère pour sortir de la crise économique. Les revers des dernières années sont frais à la mémoire des trifluviens, mais aussi bien présents dans la tête d'investisseurs à la recherche d'un endroit confortable pour y faire un nid. La grande entreprise, autrefois la force de Trois-Rivières, est devenue un boulet à traîner. Trois-Rivières a oublié de diversifier son économie et souffre d'un manque de PME. L'esprit entrepreneurial s'est peu développé. Drummondville, la risée du Québec dans les années 80, croulait sous le chômage. Pierre Dagenet, commissaire industriel, a mis 10 ans à changer cette image pour en faire un modèle de développement économique. Il faut bâtir une image positive de sa communauté. Je connais très bien Trois-Rivières, vous avez une place de marché superbe, le port, etc. Et je pense que des perceptions négatives, vos services de police ont déjà connu des problèmes, mais on est encore accroché à ce qui s'est passé il y a 20 ans. Selon lui, l'acharnement des développeurs à attirer à Trois-Rivières les multinationales se fait au détriment des PME. Ce sont les petites entreprises qui génèrent le plus grand nombre d'emplois durables et qui ont un effet d'entraînement plus important dans la communauté. Le Grand Trois-Rivières doit se démarquer et projeter cette image de croissance. Je viens d'avoir une rencontre avec les délégués commerciaux du Canada à l'étranger la semaine dernière. J'en ai rencontré 43 et je peux vous dire que ces gens-là connaissent plus le Québec parce que 80% sont des gens qui viennent de l'Ontario et on a beaucoup à leur vendre. Imaginez-vous s'ils connaissent à peine Montréal, lorsqu'on parle de Sherbrooke ou de Trois-Rivières, on a beaucoup de chemin à faire se positionner. La tenue d'un sommet de l'emploi en fin de semaine pourrait marquer cette relance tant attendue, à condition que les syndicats, représentants gouvernementaux et du milieu des affaires qui participent, oublient leurs différends. Serge Roux, TVA, Trois-Rivières. Dans le monde du sport, tous les regards sont braqués sur Jacques Villeneuve. Les essais libres se sont déroulés ce matin en vue du dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison. Et puis au baseball, victoire des Marlins de la Floride hier à Cleveland et défaite du Canadien en prolongation contre le New Jersey. Villeneuve a réalisé le 3e temps des essais libres ce matin en vue du dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison, couru dimanche en Espagne. Olivier Panis et Damon Hill ont terminé 1er et 2e. Michael Schumacher a pris la 9e position. La véritable séance de qualification aura lieu demain. Par ailleurs, le président de la FIA, Max Mosley, a mis en garde les pilotes contre toute obstruction dans le duel Villeneuve-Schumacher. Hopefully it's going to be a good battle on the track against Michael. But there's many other key players that are going to be in the race for themselves, so it's impossible to judge in advance. I think even the rest want to see a straight fight between Jack and myself, and that's what I want to see. I mean, I want to win the race, and I want to win that way the championship, and not by any kind of accident or whatever. Une pénalité pour avoir eu trop de joueurs sur la glace a privé le Canadien d'un match nul hier au New Jersey. Peter Sikora a compté son 2e filet de la rencontre alors qu'il ne restait que 17 secondes à jouer à la prolongation. Les Devils ont gagné 2-1. L'équipe d'Alain Vigneault a subi son premier revers à l'étranger cette saison. Le Canadien jouera son prochain match demain contre les Sénateurs à Ottawa. Justement, parlant de l'équipe de Jacques Martin, elle a égalé un record de concession avec un 5e match sans défaite d'affilée lors d'un match nul de 2-2 hier contre Tampa Bay. Les Indiens de Cleveland pourraient perdre la série mondiale demain au domicile des Marlins. Hier, un circuit de 3 points de Moïse Alou en 6e manche a donné l'avance à la Floride 5-4. Le match s'est soldé par un gain de 8-7. Finalement, Ligue internationale, les Rafales de Québec joueront sans Gaétan Duchesne ce soir au Colisée contre Long Beach. L'attaquant a annoncé sa retraite hier après 16 saisons dans le hockey professionnel. Guy Bolduc pour TVA Sport. On termine avec la météo. Bien tout d'abord, il y a très faible possibilité d'averses fondantes pour aujourd'hui. Et puis les maximums vont varier sur l'ensemble du territoire, de 4 degrés à La Tuque à 6 degrés à Louisville. La nuit prochaine, quelques passages nuageux, minimum de -3 à -5. Et puis demain, ciel variable le matin, possibilité d'averses de neige en soirée. Les maximums seront de 7 à Victoriaville et également de 7 à Shawinigan, puis 5 à La Tuque.